make everyone love. And it's cruel sometimes, but it might just save your life. That's the power of love. Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de notre saga cinéma avec Nico cette fois-ci. Content de te revoir. Nico, comment tu vas ? Eh ben salut à tous, moi aussi content de te revoir, ça va très très bien, surtout qu'on va parler d'une trilogie que j'adore particulièrement. Ouais, et cette fois-ci, on vous a gâté, enfin j'espère qu'on va être au niveau parce qu'il y a vraiment des fans très très précis en fait sur les sur sur cette épopée de Retour vers le futur avec cette trilogie donc comme on a dit et c'est une trilogie qui reste vraiment gravée dans la mémoire des geeks aussi parce que il y a pas que le fan grand public qui adore cette trilogie, il y a également toute la culture geek qui est autour de cette trilogie. On va en parler, on va un peu mettre le pitch autour de ces films. Et puis, juste pour débuter, on va parler un peu de nos anecdotes personnelles, comment on a découvert ce film et comment il a pu nous marquer à travers notre histoire, on va dire entre guillemets quoi. Toi, Nicolas, par exemple, est-ce que t'as un souvenir particulier autour de ce film qui a pu te marquer, je veux dire, dans ton enfance ou adolescence, je sais pas. Oui, alors bon, moi, le premier film, il est sorti en 85, donc moi c'est mon année de naissance. Ah. Donc moi je l'ai vu beaucoup plus tard, c'était un collègue à ma mère qui m'avait enregistré justement les 3 films sur une cassette. Donc j'avais la trilogie de Retour vers le futur et j'avais Ghostbusters 1 et 2. D'accord. Sur toutes les cassettes, c'était les cassettes, elles duraient 540, ça durait 5 heures, je crois, la cassette. Et moi, Retour vers le futur, ça a été un de mes premiers films préférés. Je suis pas un grand amateur de cinéma parce que voilà, de toute façon, t'as pu le voir. Moi, les Star Wars, je les ai vus, mais je suis pas un grand fan. Il y a beaucoup de films que maintenant je recommence à regarder parce que bon, ça m'intéressait pas forcément à l'époque, mais c'est vrai que Retour vers le futur, ça m'a toujours fasciné. Et pourtant, je suis pas vraiment un fan de science-fiction, mais là, c'est un film qui m'a marqué parce que je pense que c'est les personnages, les acteurs qui ont été pris collent parfaitement bien à la peau des personnages. Ils jouent vraiment ils jouent le vrai, quoi, en fait, si tu veux. Et je pense que c'est ça qui m'a totalement émerveillé quand j'étais gamin, quoi. Et est-ce que toi, tu connais l'histoire un peu de comment a été conçu ce film, les petites anecdotes autour de l'écriture de ce film? Alors de l'écriture, je sais pas forcément tout, mais je sais que Michael J. Fox, donc qui jouait Marty dans le film, n'a pas été le premier choisi en fait. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça a été un autre qui a été choisi à sa place et que finalement il faisait pas l'affaire parce que voilà, le metteur en scène disait, enfin le réalisateur, il jouait pas le vrai en fait. Il jouait ce rôle, mais pour lui il était pas attachant quoi en fait, il jouait juste son rôle quoi. Alors, en fait, pour t'éclairer sur ce passage-là, il y a les 35, on va dire, premières minutes du film qui avaient été tournées avec Eric Stoltz, qui était le premier acteur qui avait été choisi par Robert Zemeckis et Bob Gale au début. Et il a tourné quand même pendant 5 semaines. Il y a eu 3 millions de dollars de dépensés pour le tournage de cette on va dire mascarade, on va dire entre guillemets, parce que quand même changer d'acteur principal au bout de 5 semaines, c'était hallucinant. C'est quand même risqué parce que ça fait quand même perdre perdre énormément d'argent. Mais bon écoute, pour moi ça a été un coup risqué, mais un coup qui a été payant finalement quoi. Ouais, au final. Et juste pour revenir sur l'écriture du scénario, c'est Bob Gale un jour en fouillant dans les affaires de famille, dans le grenier de ses parents, dans la maison de campagne, il trouve des affaires de son père qui était à l'école dans les années 50, 60, et puis il se dit tiens, est-ce que j'aurais pu être copain, ami avec mon père à l'époque, dans le même collège, même lycée. Et il se dit tiens, ça pourrait être une idée de film. Et il contacte Robert Zemeckis, qui est un de ses amis.
Et donc il nous propose un scénario avec un voyage dans le temps au début avec un frigo en fait. Donc Voilà. c'était pas une DeLorean, hein, c'était un frigo. Et ils ont proposé le scénario à plusieurs grandes compagnies hein, comme Disney également hein, et puis Universal avec le temps aussi. Et ça a été refusé au premier abord hein, par ces personnes-là parce qu'ils refusaient de produire un film avec un scénario aussi bancal, un peu un teenage movie, tu sais. On va dire série B, hein, quoi. Ça partait mal, quoi, l'histoire du frigo. Et ils ont eu la chance de trouver Spielberg hein, sur leur chemin, parce que Spielberg, qui connaissait également Robert Zemeckis, eh ben, a accepté de produire, avec son esprit d'enfant, Spielberg a accepté de produire ce film. Et on s'est retrouvé avec cette trilogie qui allait débuter en 1985 avec on va dire des jeunes réalisateurs qui avaient un peu vadrouillé à droite à gauche déjà, mais on va dire que c'était un gros budget ce film et il fallait pas se manquer forcément quoi. Et ils ont choisi donc Christopher Lloyd également hein, qui joue le rôle pas lui du le Doc. premier, hein. C'était Exactement, pas lui qui c'est était pareil. prévu. Ouais. La personne qui voulait choisir au début était pas disponible parce qu'il devait être sur un autre tournage. Ouais. Et je pense que voilà, toutes ces malchances qu'il y a eu au début s'est transformé en chance finalement. Je pense que c'était voulu que ce soit comme ça, que ce soit pas forcément le premier acteur qui avait été choisi. Et ils ont trouvé, parce que je me répète un peu ce que j'ai dit au début, ils ont trouvé vraiment les acteurs qu'il fallait pour incarner ces personnages. Et finalement, tu te dis, mais qui aurait pu incarner aussi mieux que eux, ces personnages? Christopher Lloyd hein, qui avait été choisi en deuxième position après John Lithgow qui avait refusé le rôle parce qu'il avait trop de projets en cours. Christopher Lloyd qui avait joué dans Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson qui jouait un des malades et son rôle avait vraiment interpellé Robert Zemeckis hein, pour jouer ce rôle du Doc un peu farfelu parce que je pense qu'il avait déjà l'idée de jouer de faire jouer à Christopher Lloyd ce personnage tu sais Bien sûr. complètement fou entre guillemets. Et puis dans les autres rôles, on a également Crispin Glover qui joue George McFly, le père de Marty dans les années 50. Qui joue très bien aussi. Ouais, c'est un très bon acteur. Hein. Il y a Lea Thompson. Qui jouera juste le premier. Dans le premier film. Dans le premier film, après, ce sera. Mais bon, après dans le deuxième et troisième film, on les voit moins de toute façon. Hein. On voit pas trop le père de Marty McFly, donc. Tu t'en rends pas finalement, tu t'en rends pas vraiment compte quoi. Non. Il y a une autre actrice qu'on verra pas forcément longtemps non plus, c'est Claudia Wells hein, qui joue Jennifer Parker, la petite amie de Michael J. Fox hein, dans le premier film hein, qu'on voit sur les bancs du lycée au début. D'ailleurs, par rapport à leur âge où ils devraient être au lycée, ils sont un peu vieux, on va dire. C'est ça qui est assez amusant, mais on y reviendra quand on parlera du film et des scènes en particularité. Autour de ces personnages. Et puis il y a également Lea Thompson hein, qui est une très bonne actrice aussi, qui est toujours une très belle femme d'ailleurs hein, pour son âge, qui a joué dans Les Contes de la Crypte aussi. Pour ceux qui ont connu, elle a fait plein de petits films, de téléfilms à droite à gauche. Je pense qu'elle aurait mérité une meilleure carrière après. Tu l'as vu dans d'autres films toi ? Dans d'autres films, oui, justement, j'allais en parler parce que mon fils, il adore le film qui est sorti dans les années 90, Denis la Malice. D'accord. Et justement, dedans, t'as Christopher Lloyd qui joue le méchant. Ouais. Et t'as Lea Thompson qui joue la mère de Denis, en fait. D'accord. Mais voilà. C'est un film que j'ai pas vu. C'est un truc assez... c'est marrant, c'est du Denis la Malice. Pour ceux qui ont vu le dessin animé, ils reconnaîtront un petit peu dans le film. Mais ouais, dedans t'as Christopher Lloyd et puis t'as Lea Thompson qui joue dedans. Et après, elle a dû jouer dans des téléfilms aussi, je pense. Parce que sa tête m'est pas méconnue dans d'autres. J'ai dû la voir dans d'autres trucs, je pense. Il y a un épisode des Contes de la Crypte, comme je disais, où elle joue le rôle d'une femme qui veut rester jeune et du coup elle accepte un pacte un peu avec un sorcier vaudou et du coup elle vieillit beaucoup plus vite que prévu. Mais c'est toujours agréable de la voir, cette femme. Elle a toujours ce côté souriant dans toutes les scènes où elle joue. Je trouve que toutes les scènes dans ce film sont jouées d'une façon juste, tu sais, par rapport à leur personnage.
Exactement. Et c'est un peu ça qui va, comment dire, garder dans nos mémoires des très bons souvenirs. Il y a également celui qui joue le méchant, hein, Thomas Wilson, Biff Tannen, qui va Il est jouer. excellent, lui. Il est super, hein, parce que il joue également le papy dans le Retour vers le futur 2, il joue le jeune aussi dans le 1, et puis comment dire, le mec de la quarantaine qui s'occupe un peu de la voiture des parents. Voilà, et puis en fait, il a exactement les mêmes tics que le père de Marty McFly au début, en fait. Il est tout, enfin, il se laisse faire, il est Ouais. très docile, des trucs comme ça. Et franchement, non, c'est pareil, c'est un très très bon acteur, quoi. C'est vraiment, voilà, ils sont attachants tous, même les méchants. Biff Tannen, finalement. Ce mec-là, tu prends un peu de compassion pour lui à la fin, parce que le mec il joue tellement bien que voilà, tu prends de la compassion pour lui à la fin. Et il y a donc aussi Michael J. Fox, hein, qui aurait dû ne pas jouer, entre guillemets, ce film, qui arrivait à une période où il était dans une pleine série télévisée aux C'est ça. États-Unis, qui s'appelait Sacrée Famille, qui avait vraiment un gros succès auprès À des l'époque, ouais. spectateurs. Et là, comment dire, c'est Spielberg qui a mis la pression sur le producteur de cette série pour le laisser tourner pendant la série, et donc Michael J. Fox, hein, qui tournait le soir et en fin de journée, donc les scènes pour Retour vers le futur. Et c'était compliqué pour lui, hein, de faire la série plus le film. Plus le film, et il a dû retourner en plus Le les week-end premières aussi, ouais. scènes. Ouais, ouais. Les premières scènes où il y avait l'ancien acteur qui était à la base En plus, c'est Marty ça. McFly. Ouais. Donc je pense que l'année 81, peut-être c'était tourné en 84, peut-être le film, hein, peut-être un an ou deux avant. Je pense qu'il a quand même eu un sacré, enfin, il a dû avoir mince, comment ça s'appelle, un calendrier assez chargé, quoi. Ah oui, 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 c'est évident. Ouais, ouais, je disais donc, il a également tourné les week-ends en plus, hein, pour jouer ce rôle en continu de Marty McFly. Et bon, plus tard, je pense que il est revenu sur cet épisode de sa vie où il disait qu'il avait du mal à dormir, qu'il dormait 2-3 heures par nuit pour retourner au travail le lendemain matin. Et il se demande aujourd'hui si malheureusement la maladie qu'il n'a Voilà. pas eue, c'est un peu à cause de sa surcharge de travail Parkinson. à l'époque. Et donc, ouais, comme tu dis, hein, il avait tourné. En fait, si tu veux, l'ancien acteur Stoltz, il avait tourné jusqu'à le moment où il arrive dans les années 55 et qu'il est recueilli par sa mère, hein, Ouais. dans le futur. Où, comment dire, ils sont à table et elle le prend pour Pierre Cardin parce qu'il a des C'est avis, ça. et tu vois là, c'est ça. Et puis ça s'arrête là. Ils les avaient tournés quand même jusqu'à là, c'est énorme, hein. Un tiers du film. Ouais, ça fait un tiers du film quand même, ouais. Ça, c'est du rock. Est-ce que toi déjà t'as un favori entre les trois? Oui, j'ai le deuxième pour moi, c'est mon favori parce que j'étais beaucoup plus attaché à ce film-là parce que bon, bah dans les années 90, t'avais envie de voir ce qui pouvait se passer dans les années 2000. T'étais toujours fasciné par ce que pensaient les gens des années 2000. On nous disait toujours dans les années 2000, il y aura des voitures volantes, tout sera dirigé par des robots et trucs comme ça. Et finalement, bah, ce que tu vois dans ce film-là, c'est à peu près ce que nous on pensait à l'époque. C'est vrai que dans le 2, t'as les voitures volantes, t'as les robots qui s'occupent de pas mal de choses. Et puis il y a des choses vraies, même si c'est un peu exagéré. Par exemple, il y a une grosse télé, mais ils regardent plusieurs télés en même temps. Bon, bah maintenant, c'est vrai que t'as énormément de chaînes, tu peux regarder plusieurs trucs en même temps. C'est ça que j'adorais. Cette Moi, vision du c'était, futur, ouais. cette vision du futur, voilà. Et bah, tu te dis, bah finalement, quand tu regardes maintenant, c'était la vision qu'ils avaient à l'époque. Et il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas passées, mais il y a d'autres choses qui se sont réellement passées, quoi. Et que tu te disais, bah là, les gars, ils ont quand même eu le nez fin, quoi. C'est vrai qu'en général, les grands inventeurs comme Jules Verne dans le passé, ils imaginaient le futur par rapport aux matériaux qu'ils avaient à l'époque. Voilà. Alors que quand tu vois Retour vers le futur 1 et Retour vers le futur 2, alors c'est vrai qu'ils sont allés un peu trop loin avec les voitures, hein, etc. Mais les voitures Non, volantes. c'était
ce que tout le monde pensait que l'an 2000 aurait, c'était les voitures volantes. Et finalement, bah maintenant, c'est plus dans le futur pour nous là, actuellement, c'est plus des voitures qui conduisent seules sans conducteur que des voitures volantes, quoi. C'est ça. Mais par exemple, l'idée d'avoir des pizzas, tu sais, des Ah, pizzas, ça c'est génial ça. oui, oui, qui grandissent. Comment ils appelaient ça là? Je sais plus comme le terme qu'ils avaient employé. Puis tu sais, les conférences aussi, les visioconférences aussi, Voilà. comme sur Skype ou sur Facebook. Dans le passé, ils avaient ça déjà imaginé. Ça, puis les Nike qui se chaussent toutes seules. En plus, c'est Michael J. Fox qui avait essayé la toute première paire. Ouais. Ouais, oui, ça c'est. Mais je pense que ça c'est des technologies après qui auraient peut-être pu sortir avant, mais il y a le côté utilité et inutile aussi, tu sais, qui rentre en compte. Donc. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. 1985, Hill Valley, Californie. On a un jeune étudiant qui aime bien sécher les cours, arrive en retard, et puis un matin, il se retrouve à aller devoir faire une petite tâche, aller rendre visite à son ami qui est, on va dire, c'est rare d'avoir un lycéen comme ça qui est ami avec un scientifique. Je sais. Surtout qu'on sait pas, surtout que là, en fait, on sait pas pourquoi ils sont amis au début. Oui, on sait pas. Et puis même, on ne sait pas parce que normalement, il aurait jamais dû aller dans les années 50, enfin dans 1955. Donc on sait pas au début pourquoi ils sont amis, mais bon bah voilà, il va lui rendre visite et puis il se rend compte qu'il est pas là, quoi. Il est pas chez lui. Ouais, et on a cette scène avec comment dire plusieurs horloges qui mettent un peu le ton au film avec le temps qui est mis en valeur tout de suite. Hein. Voilà. Et puis on se rend compte tout de suite que c'est des personnages assez loufoques. Hein. On n'est pas dans un film sérieux, on est plus dans la comédie pour les ados. On a tout de suite la mise en valeur du skateboard. Quand il part au lycée avec, à la cool, on voit que c'est un mec décontracté qui se prend pas la tête, qui peut ressembler à tout le monde. C'est un peu ça qu'on aime. Voilà. C'est un gamin des années 80, quoi. Typique, avec le Walkman, la musique rock à fond. Parce que dans les années 80, c'est le rock qui prédomine dans la musique, hein, c'est pas forcément le rap. Il y a la pop aussi, bien sûr. Et puis ce côté cool, hein, qui est vraiment mis en valeur chez ce personnage, qui a sa petite amie à l'école, hein, qui l'attend, etc., qui vient l'aider parce qu'il y a Monsieur Strickland qui l'attend dans les couloirs pour lui mettre un avertissement. Vous auriez intérêt à changer de comportement, McFly. Vous êtes un tocard. Vous me rappelez votre père quand il était au lycée, un vrai tocard, lui aussi. C'est ça. Le pion caricatural. Les personnages sont très caricaturaux dans ce film aussi. Hein, très, mais c'est sûr. Ouais, et pareil, lui, il joue très bien. Il joue pas beaucoup, mais il fait bien le pion con, quoi. Le pion qui te cherche des noises pour pas grand chose, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis il a comment dire, ce caractère très sérieux qu'on retrouvera dans Retour vers le futur 2. Tu sais, le mec un peu ermite qui a vécu c'est ça. un tout petit temps de sa jeunesse et qui a fini par s'enfermer tout seul chez lui fusil à la main, fusil à la main comme un redneck. Enfin, c'est assez sympathique de voir l'évolution dans le 2 des personnages qui reflètent un peu leur jeunesse, on va dire. Et Biff Tannen qui était un mec tête brûlée qui fait fortune dans le 2 parce que Hey, McFly! Au fond de lui, je veux dire, lui c'était profiter des gens, voler, le petit délinquant. Voilà, je disais la racaille, c'était pas trop la caille, mais c'était le gros dur du film, quoi. C'est le gros dur de l'époque, quoi. C'est comment ils appelaient pas ça racaille, ils appelaient ça enfin, pas le blouson noir, mais presque, quoi. Ouais. De toute façon, dans les années 50, on a encore à l'époque, tu sais, des blousons noirs, comme tu dis, avec ces loupards un peu. Voilà, c'est des loupards avec des bananes qui se baladent avec des blousons de cuir, qui font les durs en groupe. Mais finalement, on est très loin des années 90 avec les ghettos, etc. Hein. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils aient pas fait un film qui se passe plus dans les années 90, à un moment donné où il y aurait eu peut-être des contextes plus raciaux ou des choses comme ça. Là, on reste quand même dans des clichés assez sympathiques, on va dire.
C'est ça. Il y a juste ici, il y a un moment donné où, comment dire, on voit quand même que quand il rentre Marty McFly tu te rappelles, dans la chambre de la fille, il revient dans le futur. C'est dans le 2, c'est ça, dans oui. le 2. Il y a le poster Oui. de Michael Jackson au mur Ça. et il y a un blanc qui rentre dans la maison Dans d'une famille noire. dans une année 85 alternative, en Ouais. fait, où vraiment là où il habite, c'est vraiment devenu un quartier malfamé. Ouais. Et là, Voilà. tu ressens quand même le côté racial qui a été Bien qui a sûr. été mis en valeur avec, tu sais, les ghettos, la ségrégation, les choses comme ça. Mais bon, bref. Et donc voilà, et Emmett Brown qui donne rendez-vous sur un parking à 1h16 du matin. Allô? Marty, tu ne t'étais pas endormi au moins? Ah non, 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 Doc. Ah non. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Le 26 octobre 1985, hein, pour montrer une expérience qu'il a réalisée grâce à du plutonium volé à des Libyens. Des Libyens qui vont pas se laisser faire et qu'on va retrouver donc sur le parking pratiquement en même temps que Marty et puis le Doc qui est avec son chien Einstein. Et comment dire, le Doc, hein, qui a l'habitude d'appeler tous ses chiens par un nom de scientifique, hein, il s'appelle Scientifique. Copernic dans les années 50. C'est ça. Ouais. C'est assez amusant. Et donc voilà, la première expérience avec la DeLorean, parce que la voiture finalement a été choisie par les réalisateurs et pas un frigo, parce que je pense que le frigo sur un parking, ça aurait été... Ouais. Mais bon, il y a deux circonstances, il fallait de la piste. Pourquoi ils n'ont pas choisi un aéroport? Ils ont choisi un parking de centre commercial, JCPenney, ou dans la banlieue de Los Angeles. C'est une aventure qui commence assez mal, parce que finalement, au bout de... on va dire au bout de 10 minutes, une fois que le chien a été propulsé dans le passé et qui est revenu 5 secondes après. D'ailleurs, on se demande comment il a pu revenir parce qu'il a programmé 2 fois. Faut savoir que la voiture, qui est l'outil pour voyager dans le temps, elle a une programmation à chaque fois, il faut rentrer la date, etc. Voilà. Alors bien sûr, ton imagination, elle fait en sorte de te dire que oui, en programmant, ça va... Il y a un ordinateur à l'intérieur de la voiture qui va faire en sorte que tu vas revenir à la bonne date. Mais C'est ça. tout ça, c'est... Quand tu y repenses, c'est... Bon, faut Bah, être- c'est impossible. C'est impossible. Bon, c'est vrai que là, maintenant, on y réfléchit maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, bon, tu trouvais ça presque normal, tu te posais pas vraiment la question, quoi. Ouais. C'était l'époque du digital, je sais pas si tu te souviens de cette époque-là, années 80. On avait toutes les montres qui sortaient avec des formats digitaux, tu sais, C'est ça, des c'est petits ça. écrans à Des cristaux cristaux liquides. Ouais, et c'était la mode. Donc nous on voyait voilà des trucs qui s'affichent dans la voiture avec du ruban adhésif marqué au-dessus temps, année, mois. On y croyait quoi. On y croyait. Mais voilà, la voiture qui a besoin de plutonium, hein, pour voyager dans le temps avec 1,21 gigawatts d'énergie, hein, pour voyager. Ça va être le gros problème d'ailleurs, hein, pour revenir dans le futur plus tard avec cette voiture qui va consommer énormément d'énergie. Et donc voilà, l'aventure commence mal avec les Libyens qui débarquent sur le parking pour tuer le docteur. Qui les a pas payés en fait, c'est ça je crois l'histoire, hein. Il leur a volé. Non, Mais... en fait, les Libyens lui avaient demandé de faire une bombe. Oui, Et d'accord. il avait volé le plutonium, et à la place du plutonium, il avait mis pas des boules des boules de flipper ou un truc comme ça, je crois. D'accord. C'était le truc. D'accord. C'est ça qui donne comme C'est ça excuse. qui donne comme excuse en fait. Il dit oui, je l'ai volé, mais voilà, j'ai remplacé la bombe, l'intérieur de la bombe par des boules de flipper. D'accord. Et donc voilà, le doc est malheureusement tué, hein, sur le parking, et Marty se retrouve à prendre la fuite avec je sais pas s'il est avec Einstein dans la voiture. Non. Il est tout seul, hein. Einstein, il rentre dans la petite camionnette Ouais. ça fait les camionnettes de glace, de marchand de glace là, il rentre dedans en fait. Ouais. Et C'est Marty McFly, il part tout seul. Il a besoin d'aller à 88 miles à l'heure, hein, 140 km/h, pour atteindre la vitesse pour voyager dans le temps. Ah, Et encore,
Ouais, fuit, donc il sait pas du tout que s'il va partir en 1955, parce que quand il arrive là-bas, il sait pas en quelle année il est. Il est parti juste parce qu'il fuyait les terroristes. Mhm. Et c'est là que c'est encore assez impressionnant, c'est qu'il a juste regardé une fois le doc programmer le machin, et puis lui, à la fin, il sait déjà vraiment bien utiliser la voiture. Bon. Regarde le film plusieurs fois, tu te dis putain, il a quand même appris vite le gars. Hein. Ouais. Mais c'est tout le côté décalé, tu sais, qui est mis en valeur à chaque fois dans plusieurs scènes. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une scène qu'on a zappé juste avant, hein, c'est une scène amusante où t'as un concours, tu sais, pour un groupe de rock qui doit passer à la fin de l'année pour le bal de promo de la fin de l'année, je crois. J'ai entendu dire que votre orchestre participe à l'audition qui doit avoir lieu ce soir. Pourquoi vous fatiguez McFly? Vous n'avez pas l'ombre d'une chance, vous êtes bien le fils de votre père. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Ils sont recalés, Marty qui est fan de rock, qui est recalé, et dans les trois juges, il y a Huey Lewis qui est le compositeur de la musique The Power of Love. Petite dédicace, c'est un easter egg que moi j'ai découvert très longtemps après avec la version DVD, hein, j'étais pas au courant de ça. Et donc voilà, et donc Marty, hein, après avoir fait son voyage dans le passé, se retrouve dans les années 50, hein, dans une ferme qui était sur le lieu où se trouvait le centre commercial dans le futur. Et l'aventure commence avec cette DeLorean et puis l'enfant qui découvre la voiture qui a un aspect très futuriste. C'est vrai, cette voiture avec les phares, les portes qui s'ouvrent sur les côtés. Elle n'a pas été choisie au hasard, je pense, cette voiture déjà. Non, puis voilà, je trouve que, comme il dit autant prendre une voiture qui a de la gueule. C'est vrai que cette voiture-là, c'est pas qu'elle est pas si belle que ça. Enfin, peut-être pour que les années 80, elle est belle comme voiture, mais c'est vrai qu'elle a une esthétique qui fait penser un peu à une voiture du futur, quoi. Ouais. En plus, les portes, elles s'ouvrent sur le dessus, comme ça se faisait un peu dans les années 80, les voitures de sport. Il y a beaucoup de voitures qui s'ouvraient sur le dessus. Et moi, cette voiture-là, elle a de la gueule quand même. Hein, elle est pas mal. Hein. Ouais, on est d'accord. C'est vrai que après, automatiquement, quand le gamin des années 50 voit cette bagnole débarquer dans sa grange. Désolé d'avoir abîmé la grange. C'est un mutant. Il a déjà pris forme humaine. Descends-le. Prochain bougre de salopard de mutant! Et qu'il est le premier sur place et qu'il appelle ses parents, qui mettent un coup de fusil tout de suite à Marty pour qu'il dégage. Il le compare à un martien qu'il voit dans sa BD, tu sais, les martiens venus de l'espace. Exactement. Les en mangeurs plus, il sort avec la tenue atomique, donc avec la tenue pas atomique mais anti-radiation. Donc déjà, voilà, quoi, ça fait déjà. Il croit rêver, et puis à la fin, le vieux, il met des coups de fusil parce qu'il croit vraiment que c'est un martien qui est arrivé dans la grange, quoi. Ouais. Et ce qui est génial, hein, c'est qu'on redécouvre, le passé avec plus ou moins les mêmes décors, mais une autre culture. On est plongé tout de suite dans l'ambiance. Les gens parlent différemment, s'habillent différemment. Ça a été super bien réalisé, hein, par Zemeckis. Imagine si nous on devait retomber dans les années 50 comme ça, mais on serait complètement perdu. Déjà nous, on nous prendrait pour des étrangers ou je sais pas quoi, parce que notre langage de maintenant n'a rien à voir avec le langage des années 50. Ouais. Même notre look, nos coiffures et trucs comme ça, on ressemble pas du tout à une personne des années 50, quoi. Ouais. Mais ça sera encore pire, hein, je pense, pour une personne des années 50 qui voyage dans le futur, parce que voilà, oui. On penserait que ça serait un déguisement aussi, mais je pense 10 fois pire, parce qu'à la limite, nous, la manière dont on est habillé aujourd'hui, on va dire qu'elle est un peu passe-partout, sauf que voilà, après Marty il se fait repérer grâce à son gilet de sauvetage, hein, qui était un anorak à manches qui se décousait avec des, une fermeture éclair. Moi j'ai eu ça en plus, hein, je me souviens dans les années 80, j'avais ça quand j'allais à l'école. Quand il faisait chaud, t'enlevais les manches. C'était pas con, hein. Et tu te retrouvais avec cet anorak
qui ressemblait donc à un gilet de sauvetage de bateau. Et la première remarque qu'on lui fait quand il rentre dans le restaurant des années 50 à Hill Valley, et ben c'est ça quoi. Les gens le regardent. Tu t'es échoué avec ton bateau, c'est ce qu'il lui dit en premier le barman là. Ouais. Et je sais plus ce qu'il demande quand il s'assoit, il demande un café ou il demande qu'est-ce qu'il demande au début en fait si tu veux il demande un Pepsi. Il demande d'abord un Pepsi diète, mais il dit on a rien, il dit les trucs sans sucre c'est pas bon, et il dit bah donnez-moi quelque chose mais sans sucre, et il lui donne un café sans sucre quoi. Ouais, il lui donne un petit truc quoi. Et puis après juste à côté de lui, bah, comme par hasard, il y a son père. Voilà. George McFly qui se fait agresser. Ouais, voilà, il se fait haranguer par les loupards du coin avec Biff. Bah, c'est-à-dire que je me suis dit que puisqu'on devait pas la rendre... Allô y a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Oui, d'accord. C'est limite ridicule parce que cette scène, en fait, tu vois qu'il est tellement faible qu'il arrive même pas à répondre ni se défendre. Tu vois que c'est quelqu'un de très soumis comparé à Marty qui est un petit rebelle, en fait. On va le voir dans le film. Mais tu vois déjà c'est le rebelle de toute la famille, même hein, quand tu vois par exemple son frère qui, pareil, quand tu le vois en 85, qui défend presque son père d'être faible finalement. Ouais. Voilà, donc il y a que lui qui est un petit peu plus rebelle c'est le rebelle de la famille, quoi, comme tu dis, ouais. Et donc voilà, il se retrouve juste à côté de lui, hein, le destin est bien fait, tu me diras, au même moment où il rentre dans ce café. Il y a également le futur maire de la ville de Hill Valley qui est balayeur, hein, qui est un homme de couleur, donc le cliché, tu sais, de la ségrégation des gens, on va dire, de ménage, les servants, etc., bah, c'est les hommes de couleur, peut-être, ils ont pas encore tous les droits par rapport aux blancs, peut-être. Et les femmes encore moins, hein. Les femmes, je crois que dans les années 50, ils ont pas vraiment le droit, quoi. Enfin, ils ont le droit de travailler, des choses comme ça. Ils ont le droit de travailler, mais voilà, ils ont aucune autorité sur les blancs, malheureusement, quoi. Et puis donc voilà, il dit ah oui, je vous reconnais, vous allez être maire dans le futur. Ah merde, c'est une bonne idée. C'est ça. Je vais faire ça. Et puis bon, il y a pas forcément de réplique qui suit derrière, mais il y a ce petit côté sympathique. Qui est bienvenu, je trouve, hein, qui met un peu à l'aise tout le monde par rapport à la situation. Et donc voilà, Biff qui vient réclamer les devoirs de la veille, hein, parce que c'est quelqu'un qui travaille pas à l'école, hein, comme je veux dire, c'est une personne, je veux dire, qui veut profiter des gens, on va le voir dans toute la trilogie, hein, qui veut profiter de tout le monde pour faire sa place dans la société. Et ce George McFly, hein, qui est un peu un tir au flanc, comme il dit là, et il est à sa botte, quoi. Donc Marty, il supporte pas cette histoire, et puis ils essayent de se défendre, mais c'est assez compliqué. Sinon, dans cette scène là de début, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué spécialement ou pas? Quoi? Vous êtes George McFly? Oui, et vous êtes qui? Ouais, bah tu vois que en fait Marty prend exactement la même position que son père. Ah oui. Dans le café, ils ont exactement les mêmes gestes, et trucs comme ça. L'autre il dit McFly, t'es là, et puis ils se retournent tous les deux en même temps. Non, c'est ça qui m'a marqué le plus, c'est que tu vois le père totalement soumis à tout. En fait, le père est soumis à son enfance, enfin à son adolescence, et puis il est soumis quand il est adulte. Et puis bah tu vois son propre fils qui retourne dans les années 50 pour aider son père, quoi. C'était totalement fou, quoi. Ah ouais, c'est dingue, ouais. Et donc, mais ce qui est amusant aussi, c'est qu'au début, Marty retourne dans le passé, en fait, on va dire, pas forcément de son plein gré, hein, comme tu dis, il veut fuir. Et la première idée qu'il a, c'est d'essayer de revenir dans le futur pour prévenir le doc, qui, on va dire qu'il allait se faire tuer. Mais on va voir que tout au long du film, ce qui va se dessiner, c'est que finalement, en rencontrant le doc un peu plus tard dans le film, il se rend compte qu'il a un peu saccagé l'histoire de sa famille, Marty, et il va falloir qu'il recolle un peu les morceaux entre ses futurs parents. Parce que voilà, on arrive à cette scène où Marty se fait renverser par une voiture en apercevant son père George sur une branche en train d'espionner aux jumelles sa future femme, Lorraine.
qui est, je sais plus, elle est en train de se déshabiller ou Elle est en train de s'habiller, donc elle est en sous-vêtements, et puis lui il est en train de regarder avec les jumelles, et puis là t'as Marty qui regarde son père et dit « Oh, mon père est un voyeur !» Ouais, et donc voilà, c'est à ce moment-là que Marty se fait renverser par une voiture qui passe. Et 9 heures après... Oh, c'est pas vrai, papa est un voyeur. Doucement, calme-toi. Tu as dormi presque 9 heures. Oh ouais, quel horrible cauchemar. J'ai rêvé que je voyageais dans le passé. C'était affreux. C'est fini. Il n'y a plus rien à craindre, nous voilà revenus en cette bonne vieille année 1955. En 1955 ? Mais vous êtes ma... Je m'appelle Lorraine. Et Lorraine qui a complètement déshabillé en fait Marty pour le coucher et le reposer, hein, et donc elle tombe sous le charme de cette personne, et puis elle sait pas comment il s'appelle, donc en fait à l'époque, hein, je me souviens, peut-être c'est encore le cas aujourd'hui, mais dans tes habits, en général quand t'étais à l'école ou au lycée, tu marquais ton nom en fait sur le col. Bah moi maintenant je pense, mais c'est vrai qu'à l'époque t'avais ta maman qui prenait un fil et puis qui faisait une couture au-dessus au niveau du col avec ton nom en fait, pour pas que tu perdes, ou quand tu te perdais, bah, que quelqu'un savait que c'était pour toi, à toi quoi. Ouais, voilà. Et donc elle l'appelle Pierre Cardin, et c'est ça, c'est assez amusant. Je sais pas si dans la version anglaise il y a un autre nom qui est plus commun aux Américains, je sais pas. C'est toujours Pierre Cardin, tu sais ou pas toi dans la version anglaise? Pierre Cardin, ça s'exportait partout, hein, je pense. Ouais. Hein. Et donc voilà, une fois réveillé, bah Marty descend pour déjeuner, pour manger pour dîner le soir avec la famille de son grand-père, hein, entre guillemets, et puis et sa future mère, mais personne le sait. Donc lui, il essaye de se mettre un peu à distance. Et c'est au moment où sa mère commence à lui mettre la main sur la cuisse que donc il s'enfuit en courant. Voilà. Elle flipperait complètement si elle savait que je vais là-haut avec toi et j'aurais encore droit à la rengaine habituelle. De mon temps, jamais je ne me serais permis ce genre de choses. Non, mais tu sais, c'est à croire qu'elle a passé sa vie dans un couvent. Et il se dit, faut absolument que je retrouve le doc, hein, pour retourner dans les années 80. Et il raconte cette scène si tu veux. Et il frappe à la porte du doc. Ouais. Voilà, puis en fait le doc il est en train de créer un nouveau système. Il a un énorme, comme un espèce de chandelier sur lui. Il colle une ventouse sur salade. McFly. Voilà. Mon Dieu. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce diable d'engin ne fonctionne pas du tout. Et en fait, si tu veux, au début, il le connaît pas. Il connaît pas Marty McFly dans les années 50. Il sait pas qui c'est. Et il dit surtout ne dites rien. Je vais essayer de lire dans votre pensée. Et en fait, il se trompe complètement. Sa machine, elle marche pas du tout. Et il enferme dehors Marty McFly. Il le prend juste pour un mec qui veut de l'argent, qui fait qui veut un don de personnes. Oui. Et il l'enferme dehors. Et puis après, Marty lui dit je sais comment vous êtes fait cette blessure sur le front. Vous vous êtes tapé. Vous étiez debout dans votre WC et votre lampe est tombée sur vous, et vous aviez une horloge à la main, vous êtes tapé votre tête sur le bord des toilettes et c'est comme ça que vous avez... Il a découvert le convecteur temporel, et en écoutant ces mots, le doc qui lui rouvre la porte et puis là il lui explique tout ce qui s'est passé depuis le début. Ils vont aller chercher la voiture et puis va y avoir d'autres actions plus tard quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc il montre ensuite au doc la voiture qui a été cachée derrière un grand panneau où il y aurait le futur Lion State, où il y aurait tous les pavillons où il habiterait dans le futur. La voiture est cachée là, ils vont ensemble la récupérer, et donc il prend le caméscope, hein, qui est dans la voiture, et il lui montre cette scène. Et déjà il se demande comment ce caméscope a pu être construit pour capturer l'image, le son, etc. C'est assez amusant de voir ça. Alors dites-moi, visiteur du futur, qui est président des États-Unis en 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan, l'acteur. Et qui est vice-président? Jerry Lewis.
Et d'ailleurs, avant, il lui pose plein de questions pour savoir s'il vient vraiment du futur, en disant mais qui est votre président actuel? Et il lui dit Ronald Reagan. Il dit comment ça, l'acteur? Il dit ça m'étonnerait. Et puis vous allez me dire que John Wayne c'est le ministre de la Défense et trucs comme ça. Et là, il commence à ne pas le croire du tout, quoi. Ouais. Non, c'est ça qui est amusant. Et quand tu vois qu'aujourd'hui Donald Trump il est président, on aurait pu faire un retour vers le futur aussi. Dans les années 90, ça aurait pu être assez amusant. Ouais, c'est sûr. Et donc voilà, quand justement il parle de la puissance qu'il faut décupler en regardant sa propre vidéo de lui dans le futur, où il faut 1,21 gigawatts, il dit mais comment je vais pouvoir faire ça? C'est pratiquement impossible. Et puis ils ont l'idée. Alors en il fait... se plante. Ouais. Il se plante en plus en français, ils disent gigawatts. Ouais. Il dit gigawatt, il dit pas gigawatt, en fait ils sont plantés. Et d'ailleurs en plus le 1,21 c'est dans la version originale, en version française c'est 2,21 en fait. Alors est-ce que en français on dit gigawatt et pas gigawatt? J'ai des doutes quand même. Non, je pourrais pas te dire, je sais pas. Bon, ça c'est peut-être une erreur de traduction en version française, hein, je pense. Ça marche. Ça marche. J'ai enfin réussi à inventer quelque chose qui marche. Non, pas maintenant, je t'expliquerai ça tout à l'heure, c'est pas le moment. Mais c'est moi. Ça alors, je ressemble à un vieillard. Enfin, je me présente, Dr. Emmett Brown, je me trouve sur le parking de la promenade. Dieu merci, j'ai encore mes cheveux. 26 octobre. Et donc voilà, ils ont l'idée de cette foudre qui s'est abattue sur l'horloge de... Électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts de la mairie, hein, à l'époque. Et donc, la situation est faite que c'est le seul moyen qu'ils ont pour retourner dans le futur. Sauf que il explique aussi qu'il a rencontré sa future mère, pardon, et son futur père, et qu'il aurait jamais dû les croiser parce que ça peut changer le destin. Le doc lui explique ça. C'est ça. Et il se rend compte que donc sur la photo, il possède une photo, je crois en fait, avec sa future. Il a une photo de lui avec ses. Non, il a une photo de lui dans le jardin, je pense, avec son frère et sa sœur. Voilà. Et ils sont en train de disparaître sur la photo petit à petit. Parce que finalement l'histoire ne se fera pas forcément entre George McFly et puis Lorraine, qui est une fille assez convoitée à l'école, et puis qui a l'air un peu tête brûlée, qui aime bien les gens qui ont des forts caractères, un peu loubard entre guillemets, un peu rebelle, et c'est ce qu'elle apprécie. Quelqu'un qui protège sa femme, c'est ce qu'elle veut, c'est que quelqu'un puisse la protéger quand il y a quelque chose qui se passe mal, quoi. Et puis George McFly est complètement l'opposé de ça. C'est ça. Donc ça va être assez compliqué. On a des scènes assez amusantes où il se retrouve au lycée. Il y a Marty qui retrouve son père pour essayer de remettre en place les choses. Donc il lui dit qu'il faut absolument qu'il l'invite au bal pour que ça se passe bien, parce qu'il connaît l'histoire de ses parents, hein, qui se sont rencontrés au bal juste avant le bal de fin d'année et qui ont vécu ensemble ensuite. Donc il faut absolument qu'ils soient ensemble à ce moment-là, avant qu'ils retournent, parce que aussi il y a le time-lapse, le problème du temps, c'est-à-dire que la foudre va tomber ce soir-là également. Donc il faudra qu'ils retournent avec cet orage dans le futur, et que tout soit réglé. Il faut être synchro, quoi. Faut vraiment être synchro à la seconde près, quoi. Ouais. Et c'est quand même incroyable le scénario qu'ils ont pondu. Je sais pas si ils l'ont pas élaboré au fur et à mesure des scènes, ou s'ils avaient tout écrit avant. Peut-être, ouais. Après, c'est vrai qu'à la fin, des trucs un peu... je trouve que le temps où il retourne dans la voiture et puis le temps où il y a la foudre... Bon, là, c'est un truc perso, j'aurais préféré que ça se passe plus rapidement, parce que là, il y a trop de trucs un peu téléphonés. Mais je sais pas si tu vas en parler tout de suite, de ce moment où il y a l'éclair qui va tomber. On peut parler un petit peu de ce qui va se passer avant, avec notamment le bal et trucs comme ça. On reviendra après, de toute manière, c'est sûr que dans le film, si tu veux, pour créer, on va dire, un petit moment avant que la fin du film arrive et que la foudre retombe, etc., il fallait créer des petits échanges entre les personnages. Il y a des petits contretemps aussi, quoi.
Bah, ce qui est amusant il y a la scène où t'as Marty qui menace son père en se faisant passer pour un voyageur du futur, tu sais, sur son lit, Oui. parce que son père n'écoute rien, c'est un geek complet, il reste chez lui, il a peur d'aller voir les femmes, de leur parler, il écrit tout ce qu'il doit dire avant de leur dire. Et donc les femmes se moquent, ça les intéresse pas quoi. Et puis à chaque fois que donc Marty est dans le coin, bah Lorraine elle regarde que Marty et c'est pas prêt de s'arranger. Donc il faut absolument motiver George et il trouve le moyen de se faire passer pour un voyageur du futur parce que George est fan de science-fiction, des BD De science-fiction. des BD de science-fiction. Donc il se met un soir avec son Walkman qui prépare avec une musique rock à fond, il le met sur les oreilles Van pendant Halen. qu'il dort. Et donc du coup, C'est Van Halen en fait qu'il y a dans la cassette. ouais. Et donc du coup, au moment où il parle avec ce voyageur du futur, George est menacé d'être détruit, désintégré si jamais il fait pas ce qu'on lui demande avec ces électrochocs au Walkman avec les effets sonores très 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 puissants dans ses oreilles. Qui êtes-vous? Silence et rien. Et bon, après tout ça, c'est réalisable seulement parce que à l'époque les Walkman n'existaient pas, donc ils pouvaient pas se dire tiens, je sais ce que c'est et je vais pas croire un seul mot de ce que me dit ce pseudo voyageur du futur. Il y a la rivalité toujours avec Biff qui revient de temps en temps. Est-ce que pour toi c'est un personnage qui était important dans la série ou qui était juste là Ah mais Biff, oui, mais Biff il est très important parce que finalement on se rendra compte que il y aura une fin qui est pas forcément celle qu'on espérait. Et cette fin-là va complètement changer l'avenir de sa famille finalement à Marty McFly, parce que normalement Biff ne devait pas être dans la voiture en train d'embrasser Lorraine. Ça aurait dû être Marty McFly. Ils auraient dû faire semblant de se taper dessus. Et Lorraine serait tombée amoureuse du père de Marty McFly. Ouais. Mais il s'est passé autrement. C'est Biff qui a enlevé Marty de la voiture et c'est lui qui a pris sa place, quoi. C'est vrai. À la base, en fait, comme tu dis, il y avait cette histoire de mec protecteur qui faisait fantasmer Voilà. Lorraine. Et il fallait à tout prix que cette scène arrive à un moment, en fait. Il y a plusieurs scènes comme ça qui sont clés pour que... Hé, attendez, doucement, Doc. Est-ce que vous essayez de me dire que ma mère? Que j'aurais un ticket avec ma mère? Malheureusement. Oh, dur, c'est pas le pied. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur? C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Dans le futur, Lorraine et puis George soient ensemble, et ça en faisait partie. Ensuite, bon, bien sûr, c'est encore plus compliqué que ça, parce que finalement, ils réussissent pas forcément à faire... Mais Lorraine, tu vois que c'est un personnage quand même, elle change d'avis comme elle change de chemise, c'est-à-dire que C'est ça. pendant la soirée, elle préfère être avec George parce que finalement Marty la regarde pas et qu'il en a un peu rien à faire d'elle. Enfin, il lui fait comprendre qu'il faut pas qu'il s'intéresse à lui. Et du jour au lendemain, elle va prendre l'opposé de Marty qui est George. C'est un très gentil garçon, mais il n'est... Enfin... J'ai toujours pensé qu'un homme doit être fort. Il doit être capable de se défendre et de protéger la femme qu'il aime. Alors que bon, c'est vrai il s'est battu avec Biff, mais ça a pas été vraiment plus loin que ça. Leur rencontre. Ça a été le coup de foudre. Le coup de foudre, ça a été il a entre guillemets sauvé des pattes de Biff, quoi. Ouais. Il lui a cassé la gueule. Et comme elle lui avait dit avant à Marty, moi je veux quelqu'un qui me protège, des trucs comme ça. Et puis là, le père de Marty lui a montré qu'il pouvait protéger une femme si vraiment il était en danger, quoi. Ouais. Et ils se connaissaient pas plus que ça, quoi. C'est assez hallucinant, quoi. Tu te rends compte que ça tient à rien, quoi. Parfois Pas grand chose. Ah ouais. Mais tout ne tient à rien, hein. Comme on dit, un battement d'aile à Tokyo peut faire engendrer un tremblement de terre à Rio, quoi. Et c'est tous les petits trucs comme ça, des tout petits détails qui fait que l'histoire va changer de cap, quoi, en fait. Ouais. Et ensuite, bon, t'as Marty qui, une fois qu'il a réglé son problème avec ses parents, qui se sont finalement
retrouvés pour danser ensemble, et puis Lorraine lui avoue que elle préfère être avec George, que ça va bien se passer, etc. Et puis George lui dit merci également, donc ils partent en bon terme. Et puis Marty, donc son prochain challenge, ça va être de retourner à l'horloge avec le Doc, et de prendre la voiture, de se lancer à la bonne vitesse, de prendre la foudre au bon moment. Et c'est vrai que là c'est tiré par les cheveux, mais est-ce que c'est pas le charme aussi du film Ouais, voilà. C'est que moi à l'époque, je trouvais ça, t'avais le cœur qui palpitait parce que t'as le Doc qui est tout en haut de la mairie, qui est à 2 doigts de se casser la gueule. Au moment où il va pouvoir rebrancher le câble, il y a une grosse branche qui empêche le branchement. Donc il y a tout un tas de choses. Alors pour moi, c'est vrai que quand j'ai revu le film, j'ai dit c'est un peu trop long entre le temps où il retourne dans la voiture, où le Doc essaye de rebrancher. Mais c'est vrai que ça fait son charme aussi. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui fait que on ait encore une accroche sur le film, quoi. Regarde bien le 2, en fait. Le 2, c'est exactement le même que le 1, sauf que c'est dans le futur. Voilà, c'est exactement ça. À un moment, quand Biff Tannen, dans le premier, il va dans le fumier. Enfin bon, alors c'est pas tout à fait pareil, parce qu'il va dans le fumier aussi dans le 2. Dans le 3, il ira dans le fumier aussi. Mais l'histoire du skateboard, au début, il demande à un gamin de lui prêter le skateboard, qui au tout début, c'est un espèce de chariot avec des cagettes et trucs comme ça. Ouais. Il fait du skate, il fait tout le tour de la ville. Et à la fin, t'as Biff qui tombe dans le fumier. Dans le 2, c'est avec les hoverboards. Et là, en fait, à un moment, le hoverboard, il reste coincé au milieu du lac, de l'espèce de petit étang, en fait. Ouais. Et Biff, essaye de le poursuivre, il se casse la gueule aussi. Là, cette fois, il passe à travers le. Je crois que c'est dans la banque, je sais pas quoi là. C'est devenu en fait, c'est devenu un tribunal. Bon, ils ont été jugés juste après. Mais il y a beaucoup de similitudes avec le 1, mais bon. Moi, mon préféré, c'est le 2, parce qu'en plus, ça se passe dans le futur, donc voilà. Mais bon, après, c'est vrai qu'ils sont un peu moins foulés dans le 2 pour les idées, quoi. C'est exactement ça. C'est moi ce que j'ai reproché un peu au deuxième. Alors c'est pour le premier film, je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu en VHS aussi, ou je l'ai vu je l'ai vu en VHS. On avait dû louer au vidéoclub à l'époque, hein. Parce qu'il était sorti aux États-Unis, il est sorti en juillet 85, et en France, il est sorti en octobre 85, quelques mois plus tard. Et moi, je sais pas que j'étais trop petit, mais j'avais pas forcément envie de voir ce film-là à l'époque. Je me souviens avoir vu, tu sais, dans les cinémas à l'époque, t'avais pas, tu sais, c'est normal, hein, t'avais pas les écrans LED ou les écrans cathodiques à l'entrée pour te montrer des extraits du film. T'avais des photos qui avaient été imprimées, qui étaient collées en fait, tu sais, à l'entrée de chaque pas à l'entrée de chaque séance, mais elles étaient plus ou moins à l'entrée où tu prenais les billets. Il y avait les photos des films pour te dire comment c'était à peu près. Alors moi je me souviens à l'époque, il y avait des films comme Splash, le film avec Madonna, Who's That Girl, il y avait E.T., il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme film? Il y avait beaucoup de films. Les années Indiana Jones, 84-85, ça a été des années incroyables pour le cinéma. Gremlins qui a d'ailleurs été tourné au même endroit que Retour vers le futur, Universal Studios, pareil. C'est vrai. Même le même décor de base. Sinon, il y avait SOS Fantôme en 84 aussi, hein, on a oublié ça. Donc je l'avais vu en VHS, et le deuxième, tu vois, j'ai pas eu envie de le voir en fait. C'est assez étonnant. Quand tu vois qu'aujourd'hui, ce film-là, c'est un des films que j'ai le plus vu de ma vie, peut-être. Ah mais moi aussi, hein, c'est sûr. Ouais. Et donc le 2, quand il sort, on te dit, il y a le 3 qui arrive juste derrière. C'est-à-dire que le 2, en fait, il est en 2 parties. Et quand il est sorti au cinéma à l'époque, je me souviens, ils ont fait 2 films d'1h40 ou de 2h. L'histoire elle doit vraiment être longue, et je me souviens de ne pas être allé voir le film parce que j'avais senti quelque part la redondance du scénario, si tu veux, et je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont faire de plus, parce que quand l'histoire se termine dans le 1, c'est une happy end. C'est vrai qu'on l'a pas dit, hein, mais le Doc est sauvé parce que Marty lui a mis dans une petite lettre en lui disant de mettre une protection dans le futur
pour ne pas se faire tuer par les Libyens au moment où ils arriveraient. Et qu'il avait écrit d'ailleurs dans le petit café, là, chez Lou. C'est ça. Et d'ailleurs, j'en parle rapidement, mais il y a un superbe bouquin collector comme toi. Je pense que tu peux avoir des bouquins collector avec l'almanach ou... Parce qu'il y a ça aussi, l'almanach des sports. On va le retrouver dans Retour vers le futur 2, l'almanach des sports. Le 2, ouais. C'est une idée vraiment géniale. Retourner dans le passé pour parier sur les matchs, etc. C'est quand même incroyable, ça. Ouais. Tout le monde aurait rêvé, je veux dire, de retourner dans le ça, passé. c'est sûr. Mais d'ailleurs, c'est comme ça que Biff Tannen va faire sa fortune en volant cette DeLorean. De toute façon, on va parler du numéro 2 tout de suite. Je te laisse en parler si tu veux. Pour le présenter. Le numéro 2, ça va se passer 30 ans après 85. Mais si je peux me permettre, je vais juste revenir à la fin du premier opus où il va réussir, grâce à la foudre, à retourner chez lui en 1985. Mais là, il va se rendre compte que c'est dans un 1985 alternatif à ce qu'il a pu avoir quand il était au début. Parce qu'au début, son père était un gros loser, sa mère était une alcoolique. Et puis ça faisait un peu, si tu veux, ça me faisait penser un peu à la famille des Simpsons, quoi, si tu veux. C'était vraiment la famille un peu hébétée qu'il peut y avoir aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis, pas forcément aux États-Unis, mais c'était une famille un peu de cassos, quoi, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais le père c'est un loser, la mère c'est une. Oui, c'est moyenne classe, ouais. C'est une moyenne classe, la mère c'est une alcoolique, et puis les 3 enfants. À part Marty, son frère et sa sœur, c'est des... L'oncle qui est en prison, il aime bien les barreaux. En prison, ouais, c'est ça. C'est des gamins qui sont pas très futés. Et là, tu te retrouves dans un 1985 alternatif où le père a réussi à faire fortune grâce à ses livres. Ils sont riches, en fait. Donc, le frère et la sœur sont super bien habillés, ils doivent avoir des places assez hautes dans la société. Et puis, tu vois la mère et le père qui reviennent, je pense, soit c'est du golf ou du tennis, je m'en rappelle plus dans ce qu'ils ont joué, mais tu les vois, ils sont riches et à la fin, ils se retrouvent avec un 4x4 alors qu'il n'avait pas de voiture. La voiture, au moment où il a quitté 1985 pour aller en 1955, la voiture du père était défoncée par Biff Tannen, en fait. C'est ça. Et là, il se retrouve avec un magnifique pick-up noir qui a été astiqué par Biff Tannen, parce que dans le 1985 alternatif, Biff Tannen, il est devenu l'homme à tout faire de la famille, en fait. Et, on se retrouve ici, il retrouve Jennifer. Oui, c'est Jennifer. Non, oui, c'est Jennifer. Ouais, oui, Jennifer, sa petite copine. Oui, c'est Jennifer, sa petite copine. Il la retrouve dans ce 1985 complètement alternatif. Et il est très heureux de la revoir. Elle s'est doutée de rien parce que du coup, c'est pour elle, rien ne s'est passé en fait. Il y a pas eu, elle sait pas qu'il y a eu ce retour dans le passé. Et là, d'un seul coup, t'as Emmett Brown qui revient de 2015. Il revient oui, c'est 2015. Il revient 30 ans après. Oui, c'est 2015. Du futur, ouais. En disant, faut absolument que vous veniez avec moi parce que vous, tout va bien, mais c'est vos enfants qui ont un problème. Et paf, ils repartent en 2015. Et donc ça s'arrête ici. Et je pense qu'à l'époque, tu savais qu'il allait y avoir un deuxième épisode de toute façon, parce que. C'est là que tu peux te poser la question. Mais pourquoi tu veux retourner dans le futur alors que à la base, le premier film, c'était retourner dans le passé pour prévenir les gens. Voilà. Et là, en fait, il est déjà dans le passé avant 2015. Pourquoi il dit pas à vos futurs enfants, vont faire ci, vont faire ça, faites en sorte qu'ils ne le fassent pas et on arrête là. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de film. Exactement. Voilà, bon, il n'y a pas de film. Alors, je pense que au tout début, ils ont peut-être signé pour qu'il y ait trois films. Je sais pas, tu sais, quand tu essayes de négocier avec une maison avec un studio de production, je pense que ils te disent, ils te font signer pour 3 films. Bon, après, t'arrives dans Retour vers Futur 2 où ils te repassent la fin du 1. Et là, tu te rends compte que déjà, Marty, la fille qui joue Jennifer Parker, c'est pas la même. Ouais. Ils ont été obligés de rejouer les dernières scènes avec la nouvelle Jennifer Parker. En fait, l'histoire, c'est que l'ancienne qui jouait dans la 1, sa mère était très malade d'un cancer, elle a pas pu jouer dans le 2, quoi, en fait. Donc ils ont décidé de changer
d'actrice. C'est Elisabeth Chou qui joue dans le deuxième, ouais. Voilà. Et qui joue bien aussi, hein, mais c'est vrai que tu vois qu'il y a une différence entre les deux, elles se ressemblent pas tellement. D'autant Michael J. Fox et puis celui qui devait jouer à la base, quand tu regardes les photos quand ils sont jeunes, ils ont une ressemblance entre les deux. C'est vrai. Que là, bon, elles se ressemblent pas tellement, mais bon, la après coiffure ressemble, voilà. Ouais. Après, c'est qu'un rôle secondaire, hein, on les voit pas non plus. Bon, elle joue beaucoup plus dans la saison 2 que dans le deuxième opus que dans le troisième ou dans le premier. Et on se retrouve en 2015 dans un futur comme nous on pensait à l'époque, avec des voitures volantes, avec tout des choses gérées par des robots, l'homme ne gère plus grand chose finalement, c'est tout est électronisé en fait. C'est vrai que, bah oui, quand Emmett arrive avec Jennifer et Marty dans le futur, il se retrouve donc dans le Hill Valley futuriste avec tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire une piste d'atterrissage pour les voitures volantes, une pompe à essence avec pareil pour les voitures qui arrivent du ciel, t'as des rampes d'atterrissage, t'as également des gens qui se baladent en combinaison dans la rue, comme dans Star Trek. Tu as un cinéma avec des hologrammes qui font de la pub, dont le fameux requin c'est quoi les Dents de la Mer numéro 15 ou je sais pas combien. Ouais, je sais pas, un truc comme ça, oui. Le requin a l'air toujours aussi faux. Et il y a des petites punchlines assez sympathiques, il fait le tour des boutiques, tu vois l'almanach, tu te dis, il y a des trucs à faire quand même là. Et puis ils nous disent que dans le futur il y aura plus de poussière aussi, ça c'est un truc qui m'a fait toujours halluciner, parce que la poussière c'est pas une question de futur ou de présent, tu peux pas gérer le froid et le chaud. C'est impossible d'enlever, tu peux pas, c'est impossible. La poussière il y en aura toujours, que tu le veuilles ou non. Et je sais pas pourquoi ils ont parlé de ça, c'est incroyable. L'aspirateur, vous avez des aspirateurs dans le passé. Ils pensaient peut-être que dans le futur on pourrait contrôler pas mal de choses dans la météo, peut-être que c'est possible. Comme la pluie, là, il regarde sa montre, il dit tiens, dans une seconde ça va s'arrêter. Puis tu vois la pluie qui s'arrête une seconde après. Certes, ce numéro 2, il est... Au niveau des idées, il est pas terrible, parce que voilà, on reprend beaucoup des idées du 1, mais bon, bah c'est ce côté futuriste, cette fois, j'ai vraiment accroché grâce à ça, côté futuriste. Toutes ces choses qui peuvent se passer dans le futur, l'overboard, par exemple le blouson là qui se met vraiment à la taille de la personne, qui se rétracte, qui se sèche tout seul, les chaussures qui se lassent toutes seules, t'arrives dans le café, t'as un espèce d'ordinateur qui te parle. Maintenant c'est à peu près quand tu vas au McDo ou dans quel truc, tu fais tes commandes par un ordinateur, c'est pas quelqu'un qui te parle, mais tu fais tout avec le doigt. Il y a plein de trucs comme ça qui sont bien pensés. T'as l'espèce de jeu vidéo aussi là, comment il s'appelle, parce qu'il existe vraiment. Alors c'est Gun quelque chose. Gun quelque chose, je sais plus la fin du. C'est un jeu qui était sur la NES de Nintendo il y a très longtemps, et c'est un jeu qui se jouait avec le flingue, comme Duck Hunt. Voilà. Et c'est un jeu rétro dans l'époque, et c'est vrai que maintenant t'aurais un jeu comme ça, bah tu serais assez émerveillé. Finalement les gamins, mais ils disent mais c'est un jeu pour les bébés, c'est nul ce jeu-là quoi. Ça joue avec les mains, je sais pas ce qu'il dit, un truc comme ça. Le pistolet et puis tu dois tirer sur les sur les bonhommes. Il y a plein de trucs comme ça qui, tu te dis l'imagination est pas si nulle que ça finalement. Ah mais moi je suis certain qu'ils avaient penché le problème de l'évolution du futur avec l'automatisation en ligne de perspective, et ils en avaient parlé à des chercheurs, je pense, pour être le plus juste possible. Quand tu vois moi il y a un truc qui m'a fait halluciner, c'est que on est en 89, hein. On est en 89 quand le film sort, c'est-à-dire qu'il a dû être tourné à fin 88, hein, comme tout le monde sait. 87-88 je pense, ouais. Et ils ont imaginé Michael Jackson dans le futur, mais ils ont eu, par A plus B raison, la forme de son visage, la couleur de peau, c'est hallucinant, quoi. Et même ça a été pire pour Michael Jackson, je veux dire, la dégradation. Mais tu vois qu'ils avaient imaginé comment il pouvait être dans les années qui allaient arriver, par rapport à la chirurgie esthétique, parce qu'il faut dire que à l'époque, le lifting, comme dit la policière qui retrouve, tu sais, Jennifer
la femme de Marty, Oui. allongée, elle dit, ah, elle est vachement réussie son lifting, hein. Moi j'en ai fait un, regarde. Mais en fait, la chirurgie esthétique à l'époque, c'était déjà en vogue à Hollywood et tout. C'était en vogue, mais c'était pas encore aussi poussé. Maintenant, c'est vrai que la chirurgie esthétique, maintenant, tu peux faire quelque chose de parfait. Mais à l'époque, t'avais quand même beaucoup de ratés quand même. Hein. Ouais. Et surtout, c'était pas pour le grand public, c'était plus les stars qui se refaisaient le visage dans les années 80. Alors que tu vois que le côté grand public en 2015, bah, il a été mis en avant pour la femme de Marty, là, Jennifer, avec son faux lifting. Où tu vois pratiquement rien, c'est assez amusant. Mais ensuite, voilà, ce qui est intéressant, c'est surtout voir l'évolution de la société où tu as des jugements expéditifs qui sont d'ordre ils sont à l'ordre aujourd'hui, c'est-à-dire que quelqu'un qui se fait arrêter, il peut être jugé 2-3 jours après. Là, c'est et je crois que c'est dans les 15 minutes ou les 20 minutes, il a été jugé coupable. Je sais, Biff Tannen qui se fait mettre en prison, voilà. Ouais, je crois, un truc comme ça. C'est assez amusant avec le journal, la gazette du village là, de la ville. Et par contre, voilà, il y a le côté pauvre et riche, et on voit qu'il y a un côté très riche de la ville, avec les pavillons, les gens qui travaillent, qui ont un métier, et la rupture entre les riches et les pauvres est encore plus énorme. La fracture est plus grosse, et c'est exactement ce qu'on voit dans notre société d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à Los Angeles aujourd'hui, tu as des gens dans des tentes de camping qui ont été délogés de leur maison, qui sont dans des ghettos, ou qui sont au bord de la route sur les trottoirs. Et ça a été très bien imaginé, parce que je pense que dans les années 50 ou même 80, ce genre de choses c'était pas encore forcément imaginable. Et quand tu vois, tu sais, la pauvreté qui apparaît en 2015, avec Strickland qui fait la loi dans son vieux quartier parce que Biff Tannen a racheté la police, a racheté je veux dire, c'est lui la loi et il fait ce qu'il veut. Donc c'est assez amusant de voir ce côté où Donald Trump, sincèrement, peut représenter aussi ce côté-là de Biff Tannen, tu vois. C'est vrai. J'ai assez apprécié ça. Et puis, donc voilà, t'as donc Marty et puis Jennifer qui veulent retrouver leurs enfants. Parce que la première chose, c'est que la première erreur, parce qu'on sait très bien que quand tu arrives dans le futur, tu peux pas tout maîtriser comme dans le passé. La police qui ramène la Jennifer du passé chez la Jennifer du futur, où les deux vont se rencontrer à un moment donné. Voilà, tu sais pas ce qui va faire un choc. Ça va faire un choc. Et est-ce que tu sais que par exemple, c'est Michael J. Fox qui joue l'autre voilà, qui joue sa sœur, ouais, dans le deuxième. Qui joue sa fille, pardon. Excuse-moi. Ouais, c'est sa fille, ouais. Et ça, c'est assez amusant, hein, parce que moi je l'ai pas su non plus, hein, quand le film est sorti en VHS, j'ai pas pu voir. C'est vrai que je l'ai su il y a pas très longtemps. Je l'ai su en fait, si tu veux, le jour où j'ai repris Netflix. J'ai vu que, alors c'était bizarre parce que t'avais Retour vers le futur 2 qui était disponible le 3 et le 1, tu pouvais même pas le regarder. Ouais. Donc je vais montrer le 2 à mon fils et c'est en regardant, je crois que c'était sur Wikipédia et trucs comme ça, que j'avais vu qu'il jouait le rôle de sa fille. Et puis c'est finalement, quand tu regardes, et en plus il prend une voix de femme, enfin le doubleur, il transforme sa voix en femme, donc tout de suite tu dis ah ouais, c'est vrai que, mais c'est vrai que moi quand j'étais gamin ça m'avait pas fait tilt du tout. Ouais. Comment dire, ce qui est amusant de voir aussi, c'est que la voiture, la DeLorean cette fois-ci, elle consomme plus de l'énergie atomique, elle consomme des déchets. Des déchets. Donc le recyclage, quoi. On parlait déjà de recyclage dans les années fin 80 quoi. Ouais. Mais c'est pas bête. Ouais. C'est pas bête parce que je dis pas que maintenant les voitures marchent avec des pots de banane, des œufs, du coca, enfin des trucs de coca ou quoi que ce soit. Mais bon. Tu vois, on est en train de parler maintenant de tout ce qui est recyclage, tout ce qui est marcher les voitures sans essence, quoi. Ouais, voilà. Et donc, on arrive dans ce futur qui a l'air plutôt bien, mais le côté apocalyptique va se retrouver assez rapidement, parce qu'on apprend donc dans le film que malheureusement, George McFly a été tué dans le passé par Biff. Quand on découvre la tombe de George McFly et que Biff s'est emparé du coup de Lorraine, il l'a récupéré.
Il y a également le Biff du passé qui a laissé un message pour le Biff du futur en lui disant attention, Voilà. un jour deux gars dont un scientifique viendront essayer de t'embrouiller pour voilà. Ça. Et je trouve que dans ce film-là, il y a plus le côté comique qui est mis en valeur alors que le côté sérieux Voilà. dramatique était plus dans le 1. Là, C'est ça. on est plus dans le côté popcorn movie, Hollywood, etc. Et puis dans le 3, j'en parle même pas. Hein, c'est vraiment... on est vraiment dans le fun à l'état pur. Il y a plus de réflexion, il y a plus comment dire je veux dire l'intrigue, le thriller, etc. Il est moins mis en valeur. Là, c'est vraiment un film pour ados à 100%. Moi, j'ai bien aimé, c'est la transformation de Lorraine aussi, qui est devenue une femme avec les seins refaits, chirurgie esthétique encore. Et quand tu vois que Biff, hein, qui est un personnage qui voulait à tout prix posséder Lorraine, eh ben il l'exploite comme un esclave et finalement il la trompe avec d'autres femmes devant son nez. C'est ça. C'est toute. C'est devenu une prisonnière de lui en fait. Ouais, c'est une esclave quoi presque. C'est ça. Mais il y a toute la caricature du personnage de Biff qui est poussée à l'extrême. Avec ce personnage, et puis Biff qui a donc acheté la police pour taire le meurtre de son père, où il y a marqué sur la tombe tué accidentellement le 15 mars 1973. Tu as également la révélation que Biff a fait sa fortune hein, grâce à l'almanach retrouvé enfin donné par le Biff du passé, voilà. Par le vieux Biff, pour le nouveau, en disant tiens ça te sera utile plus tard ça. Ouais, voilà. Et ce qu'on dit pas, c'est vrai que au moment où, si tu veux, au début du film, parce que c'est ça, le début du film, si tu veux, le futur est encore avec normal. Tout ce qu'il y a de positif, etc. Ah. Et quand il retourne dans le passé, malheureusement, entre-temps, le Biff du passé a pris la DeLorean qu'il avait déjà vue quelque part, comme il dit, et il l'utilise pour voyager et donner l'almanach à son Biff du passé. Ça. Et il repose la DeLorean devant la maison de Jennifer et Marty, et il s'en va comme si de rien n'était, mais il casse un morceau de sa canne. Et c'est au moment où justement il retourne dans le passé, le Doc et Marty avec Jennifer, qu'il trouve un morceau de canne dans la voiture et il se pose pas forcément. Il fait le lien après. Ouais, voilà, il fait le lien après, mais au début c'est pas si évident que ça. Et puis c'est là que tout part en vrille, parce que finalement le film était, enfin je veux dire leur scénario à eux pour sauver leurs enfants dans le futur, ça s'était bien passé. Mais c'est quand ils reviennent qu'il faut qu'ils retournent une nouvelle fois, parce que voilà, tout a été mis à mal, saccagé, etc. C'est là où tu vois le scénario, je trouve, a été un peu tordu. Mais bon, c'est ça. Il fallait bien une excuse pour faire un deuxième film, je pense. C'est vrai. Et donc oui, je voulais parler de l'almanach. Moi, j'ai réussi à le trouver. On peut le trouver facilement hein, sur eBay. Il coûte 20-25 euros. Je crois qu'on peut même l'avoir moins cher. Bon, c'est un truc qui est bien pour la collection. Ouais. Après, il y a les vrais résultats de 55 à 2000. Oui, c'est de 55 à 2000. Sauf que, on peut pas vraiment apprendre grand-chose dessus. Parce que si on est vraiment un fan de sport US, donc on sait que la plupart des sports, il y a une saison régulière plus des playoffs. Et là, le souci, c'est qu'on a que les résultats des saisons régulières. Voilà. Les playoffs, on sait même pas qui a remporté, je sais pas, la NBA en 1960, la NFL en 64, tu vois. Ouais. Bon, c'est bien pour avoir la collection, mais t'apprends pas grand-chose dessus, quoi. C'est juste ça qui est dommage. Après, c'est juste vraiment, je pense qu'ils ont juste fait un truc pour la collection, quoi. Oui, c'est un truc pour les fans. C'est évident que c'était pas forcément leur but de... Parce que déjà, le bouquin, quand il l'ouvre dans le film, on sait pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, donc les pages ont été inventées un peu, je pense. C'est plus ça, quoi. Mais de toute manière, est-ce que déjà c'est des résultats réalistes ou pas qu'il y a dans le... Oui, c'est les vrais résultats, par contre c'est les vrais résultats, mais de toute façon cet almanach a été créé bien après
le film de toute façon. Je pense qu'ils ont vu l'engouement, qu'il y avait énormément de geeks qui s'intéressaient à ce film-là. Ils ont décidé de faire l'almanach, mais ils ont fait un truc très succinct, quoi. Et ce qui est amusant aussi, c'est de voir bon, les habits des personnages dans les années 2015, parce que finalement, ce que je te disais avec Jules Verne tout à l'heure, qui avait lui imaginé, pour ceux qui vont parfois à Disneyland, il y a un grand poster géant en fait, enfin plus une fresque où on peut dire voilà dans l'entrée où le futur est imaginé par Jules Verne dans les années 30 ou quelque chose comme ça. Et il utilise les matériaux en fait de son époque pour les voir dans les années 30. Donc tu as par exemple des avions avec des ailes en métal comme des oiseaux. Tu as enfin tout est fait à base de métal et d'écrou en fait, tu sais. C'est ça. Et finalement, il imagine pas forcément que le plastique aurait pu être utilisé ou des choses comme ça. Les nouveaux matériaux n'ont pas été mis en valeur. Et Retour vers le futur 2 en fait, il a été imaginé, si tu veux, par rapport aux années 80. Donc parfois dans les rues, tu as des gens qui sont habillés en combinaison de sportifs des années 80, et pas forcément avec des combinaisons qui auraient pu exister dans le futur, ou des habits, on va dire, en synthétique, ou je sais pas, des leggings ou des choses comme ça. C'est encore des combinaisons des années 80 légèrement modifiées. Les vélos, c'est pareil. Ok, il y a le hoverboard, mais le vélo, tout ce qu'ils ont fait, c'est rajouter des couleurs flashy. C'est ça. Les maisons, bon, il y a rien de spécial. Finalement, les pavillons, ça reste assez commun. Bah après, ça reste des maisons communes, mais après, c'est plus ce qu'il y a à l'intérieur, les machines, les équipements comme l'espèce de grand écran avec les plusieurs télés dedans. En fait, c'est un peu comme si tu avais un rétroprojecteur maintenant, hein. Ça a été pas mal pensé. Tu as le micro-ondes qui est pas forcément micro-ondes, mais voilà, bon, c'est des trucs c'est vrai qu'ils sont pas peut-être foulés assez dessus, quoi. Mais bon, après, oui, ça reste t'as un l'excuse. détail, après, ouais. Ça reste un détail, mais c'est vrai que voilà. Parce que je sais pas quoi dire là. Non, mais c'est bon. Et non, mais sinon au niveau des trucages, ce qui est amusant, c'est que dans les trucages des films, je sais pas si t'as vu les coulisses, toi, pour Retour vers le futur 2, mais souvent tu avais donc des filins ou des tiges en métal qui étaient utilisés pour faire voler les hoverboards et les fils étaient donc effacés au montage ensuite. Et ils étaient tirés comme des skis en fait par une voiture pour les faire avancer. Il y a 2-3 trucs comme ça. Après, bien sûr, la DeLorean, elle était montée sur un tracteur qui tenait une grande tige comme dans les entrepôts, si tu veux, tu vois, avec les... Comment ça s'appelle déjà, les monts de charge ou des choses comme ça. Elle était suspendue en l'air. Il n'y avait pas forcément, à l'époque, d'utilisation d'images de synthèse ou des choses comme ça encore. Les décors étaient vraiment fabriqués. Il y en a très peu d'images de synthèse dans... Il y en a un tout petit peu dans le premier là, quand tu vois, attends, il y a quoi, quand la voiture elle passe à travers eux, les éclairs, ouais, voilà, ça tu vois que c'est des images de synthèse, mais après c'est vrai que c'est pas trop utilisé, donc c'est de l'illusion quoi en fait qu'ils utilisent plutôt dans le film. Ouais, voilà, ça reste des décors encore très très réalistes par rapport au film qu'on a aujourd'hui. C'est ça qui est assez amusant. Parce que finalement, je pense que la série, tu vois, elle s'est arrêtée au bon moment. Moi, quand je vois des séries qui sont parties un peu trop loin, comme les Terminator, je pense que Retour vers le futur 3, tu pouvais pas forcément faire encore un 4 ou un 5 derrière, parce que t'as un peu fait le tour du tour. À chaque fois, t'as fait différents personnages de la série. Dans le 3, c'est plus l'histoire du... tous les temps, quoi. Voilà. Oui, voilà. T'as fait le 19e siècle, t'as fait le 20e et t'as fait le 21e siècle. Donc, je vois pas... quel intérêt de faire aller dans le 18e siècle ou 17e siècle, ça serait n'importe quoi. Là, ils ont fait les 3 siècles le plus proches de nous, de l'époque. Donc, voilà, 3. Et encore, est-ce que le 3 aurait été vraiment indispensable? Bon. C'est ça, en fait. Moi, le 3, je pense que c'était plus pour boucler la boucle avec l'histoire du Doc. Parce que dans le 1, si tu veux, c'est l'histoire de Marty. Après, c'est l'histoire des enfants de Marty et de Jennifer. Mais dans le 3, ils n'avaient pas fait d'histoire autour du Doc. Et là, en fait, c'était plus pour rendre hommage, je pense, au personnage.
Et encore une fois, dans le 3, ben, t'as cette petite histoire d'amourette avec cette femme qui, on va dire, ressemble encore étrangement aussi à un peu... Bah, je trouve que les personnages, hein, ils se ressemblent un peu trop, les femmes. Quand tu vois la petite amie de Marty, Jennifer, qui ressemble encore, je trouve, un peu trop à la copine du Doc. Toujours une brune, un peu le même caractère, etc. Et je veux dire, les personnages sont pas si variés que ça. En fait, ça tourne un peu en rond, en famille. En fait, il y a une petite histoire de je sais pas, pas de consanguinité, mais t'as l'impression que les acteurs ont été choisis en fonction des caractères des autres pour que tout se passe bien. En fait, il y a pas vraiment de rivalité entre les personnages. On va dire que c'est un film qui reste familial, une trilogie qui reste familiale, mais pas forcément qui partage les gens par rapport aux personnages. C'est un peu, c'est pas assez profond par moment. Tu te dis quoi. Du coup, voilà, l'histoire c'est de récupérer l'almanach, hein, c'est ça le but, hein, pour sauver le futur de l'humanité là, pratiquement. Hein. Et tu as le Doc qui est foudroyé avec la DeLorean. À un moment, il est dans le ciel parce que la DeLorean, comme on l'a dit au début, elle vole. Hein. C'est une voiture maintenant qui n'a plus besoin d'aller à 88 miles à l'heure pour être projetée. Elle a des roues qui se déplacent sous la voiture pour la faire voler. Et donc, elle est foudroyée en l'air. Et tu as Marty qui est au sol et qui est témoin de l'événement. Il peut rien faire en fait. Donc il se lamente, en fait, entre guillemets, il pleure presque. En plus, il fait un temps exécrable parce qu'il pleut en même temps. Il crie, qu'il va plus pouvoir voir le Doc. Et là, il y a une voiture qui arrive. Et c'est, je sais pas, comme si c'était un postier. Je sais pas ce que c'est comme, c'est comme un espèce de postier qui lui remet une lettre. Ouais. Et dessus c'est écrit je suis en 1800 combien déjà, c'est 1885 je crois. Ouais bah c'est ça, c'est en 1885. Ouais. Et faut que qu'il est bien et qu'il faut pas qu'il essaye de le retrouver quoi en fait. Ouais c'est ça. Et il est projeté donc à l'époque du Far West et la mission du coup dans le 3, ça sera à Marty de retrouver le Doc du passé avec la DeLorean. Mais bon, c'est vraiment tiré par les cheveux ensuite. Et puis Marty qui va retrouver sa famille des pionniers américains, des Irlandais. Ses ancêtres. Ses ancêtres. Ses ancêtres irlandais venus en terre d'Amérique faire la conquête de l'Ouest avec tous les pionniers. Et on se retrouve donc à cette époque du Far West où tu as encore ces guerres entre les copains de Biff Tannen et puis les gentils de la ville. Hein. C'est assez amusant. Est-ce que le 3, tu veux en parler particulièrement? Ouais, bon, c'est celui que je l'ai regardé assez souvent, mais c'est pas celui que je préfère le plus. Pourquoi? Je sais pas. Pourtant, moi, tout ce qui est Far West, j'aime bien. Mais comme je te dis, c'est peut-être le film qui n'était pas forcément j'ai trouvé le mot, mais c'était peut-être pas la peine de le faire celui-là. C'est peut-être le film de trop. Pourtant c'est pas mauvais, il est pas mauvais hein, parce que c'est vrai que dans beaucoup de films, dans beaucoup de trilogies, t'as le 3, c'est toujours de la merde. Celui-là, il est pas si mal que ça hein. Il est regardable hein. T'as des trucs qui sont assez sympas, mais c'est peut-être le film de trop quoi. Non mais il est sympa à regarder hein. C'est pas un mauvais film, mais il apporte rien en fait à la trilogie je trouve. Le 1 et le 2 ils se complètent bien et le 3 qu'ils avaient présenté comme la suite du 2, moi je le trouve plutôt comme un film indépendant tout seul, mis à part bien sûr le fait qu'à la fin du 2 il te montre juste la scène où t'as le Doc qui disparaît avec la DeLorean dans le ciel. Mais s'il n'y a pas cette scène-là et que ça se termine avec, encore une fois, Biff qui se prend le fumier et qui perd l'almanach qui est détruit à la fin du 2 par le Doc, tout s'arrête là. Malheureusement, avec l'orage qui éclate, etc., y a une suite qui est tout de suite imaginée par les réalisateurs et c'est peut-être dommage, c'est peut-être le
le truc qui fait que on se retrouve avec un troisième film qui est plus pour contenter les fans et pas forcément pour apporter quelque chose à l'histoire en plus. Mais moi j'ai apprécié à chaque fois que si tu veux que ce troisième film passe, moi je le regarde, il y a aucun problème. Mais moi aussi, hein, je le regarde, je prends du plaisir à regarder. Mais bon, tu te dis, il y a pas vraiment de. Et moi d'intérêt, ouais. C'est pas vraiment une suite finalement. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Moi, le 2 restera mon favori, mais le 3, bon, bah, il est regardable. Il y a des choses de sympa dedans. D'ailleurs, en plus, l'anecdote veut que Marty McFly, enfin celui Michael J. Fox, il a failli mourir dans ce film là en plus. Ah oui. Il a failli mourir pendu. Sauf que en vrai, il a failli y rester en fait pendu. D'accord. Ils ont réussi à le détacher vraiment au dernier moment, quoi. Mais il y a encore, bien sûr, il y a toujours ces petites phrases sympathiques hein, que tu retrouves. Hein, t'es une mauviette, et ce qui provoque la rage de Marty à chaque fois que Biff lui sort des trucs comme ça. Et ça apporte des duels et des frictions à chaque fois dans la série, c'est assez sympa. Moi j'adore ces passages kitsch un peu, tu sais, comme aussi à la fête foraine, à la fin, enfin au milieu, presque à la fin, où t'as la copine d'Emmett Brown hein, qui va malheureusement tomber dans le ravin s'ils n'arrivent pas à l'empêcher, etc. Voilà. Et il y a ce petit moment de détente à cette fête foraine où Marty tire avec son flingue, tu sais, sur les cibles, et puis le gamin il lui dit t'as appris ça où? Bah à Disneyland. Non mais c'est génial. Ça. Tu sais, il y a toujours ce côté où Marty oublie qu'il vient du futur et que les gens ne comprennent pas. Il dit ça avec une telle décontraction. C'est assez amusant. Il se fait appeler Clint Eastwood aussi. Ouais. En film. Ouais, ils ont trouvé quand même des trucs sympas, hein, les réalisateurs à chaque fois pour donner de l'intérêt aux petites scènes. Je vois ce film en fait, tu sais, comme pas un spin-off, mais comme on dirait aujourd'hui pour un jeu vidéo, un add-on, c'est-à-dire que t'as l'histoire principale, c'est le 1 et le 2, et puis le 3, bah c'est pour amuser un peu tout le monde. Et puis, ils auraient pu appeler ça Retour vers le futur Origine. Ah oui, ouais. Aujourd'hui, ils auraient fait ça, ouais. Ouais, voilà. T'as toujours vraiment le début de chaque film. Ils repassent vraiment au tout début. Ils appellent ça Origine. Bon, ouais. Mais non, mais il est sympa. Je trouve que même l'ambiance, ça fait vraiment Far West. C'est bien représenté le Far West dans le film aussi. Ça se passe donc on avait dit dans les années. Ouais, voilà. Ça se passe longtemps avant l'époque des années 80, donc ils avaient vraiment le loisir de faire ce qu'ils voulaient je pense qu'ils étaient plus libres par rapport, tu sais, aux histoires des enfants, les histoires des parents, etc. Il y avait plus de choses à faire, et ils sont restés un peu cantonnés à cette histoire d'amour. C'est un peu dommage. Je sais pas que je la trouve inintéressante, cette histoire d'amour, mais c'est un peu niais en fait, tu sais. Il y aurait pas eu cette histoire d'amour, ouais, je pense qu'ils auraient pu faire un film un peu plus complet, mais bon, voilà, ça reste dans la famille à chaque fois. Ça reste dans la famille, ça reste un film très familial. Non, mais ça reste un film familial aussi, quoi. Ils auraient fait quelque chose de trop sérieux, je suis pas sûr que les gens auraient suivi. Là, ils veulent montrer que le doc, il est pas si entre guillemets fou que ça, qu'il peut avoir un cœur d'homme amoureux, quoi, en fait. Ouais, et puis qu'il est raisonnable, c'est-à-dire qu'il se rend compte aussi que la machine qu'il a construite pour voyager, c'est un danger pour l'humanité, parce que même si eux, ils ont des considérations personnelles et plus ou moins égoïstes par rapport à leur famille ou leur argent ou etc., ils se rendent compte que tout ce qu'ils vont réaliser avec cette voiture, bah ça va changer le futur de beaucoup plus de choses autour d'eux et pas forcément bien, quoi. Ouais, voilà. On l'a vu clairement dans le 2 avec le futur de Biff Tannen, et puis dans le 3, bah c'est plus carrément leur futur à eux qui est mis en cause, et pas forcément le futur, on va dire, de l'humanité là. Mais mais ça aurait été intéressant. Je pense qu'après, t'as des films qui peuvent se rejoindre dans l'idée et rester dans le côté comique, comme t'as dit, pour contenter la famille et le public des fans, c'était mieux que de rentrer dans le côté Skynet, tu sais, et puis destruction de l'humanité avec la DeLorean.
Là, on reste quand même dans des considérations assez basiques, histoire d'amour, voilà, trouver un train pour aller aussi vite que la voiture dans le futur, ce qui est compliqué. Il a du mal à démarrer le 3, je trouve. Le 3 franchement, il est long à démarrer, la mise en place, etc. Et on a hâte quand même que la fin se termine au moment où il y a c'est un peu trop longuet, l'histoire du train qui roule, on n'arrive pas à monter sur les bons endroits. Mais ça fait un peu comme le 1 avec l'histoire de l'horloge. De l'horloge. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça dure 5 minutes à peu près. T'auras envie que ça se passe plus rapidement, quoi. Mais bon, voilà, c'est pareil, ils ont voulu rajouter de l'intrigue au truc. Ouais. Et puis après, allons-y, hein. On voit que le train, une fois que ils sont retournés tous dans le futur, enfin, sauf le Doc qui a préféré rester dans le passé, le train vole, il voyage dans le futur, donc le train revient dans le futur une deuxième fois, et puis, une première c'est un train qui est modifié, même, c'est un train qui est totalement modifié, voilà. Et on voit que le Doc a eu des enfants avec sa compagne, et puis voilà, ça se termine, ça se termine bien, et ça se termine vraiment. Là, c'est vraiment la fin de la trilogie, quoi. Ouais, et la DeLorean est détruite sur le passage à niveau avec ce train qui arrive au moment où Marty est propulsé dans le futur et que le Doc de fait est obligé de rester sur place parce qu'il n'a pas réussi à monter dans la voiture. Et donc Marty qui arrive tout seul dans le futur se retrouve sur le passage à niveau de Hill Valley au moment où un train arrive, donc il est obligé de descendre et la DeLorean se fait détruire sur place, et le destin a fait en sorte que la voiture soit détruite, parce que est-ce que l'humain aurait choisi un jour de détruire cette voiture, c'est la question ou pas? Pas sûr, ouais. Donc, surtout que quand tu sais que le carburant c'était devenu des déchets recyclables, c'est ça. C'était encore plus facile de voyager, hein. T'imagines une voiture, tu fous des déchets, tu voyages où tu veux, c'est assez simple. Puis bien sûr, encore une fois, il y a une nouvelle chute au film à la fin où t'as comment dire, des petits voyous du coin qui veulent provoquer Marty en le traitant de mauviette à un feu rouge. Et ils décident de ne pas faire la course avec eux, de s'arrêter au moment où un croisement arrive. Et il savait que il allait se faire rentrer dedans par une voiture. Voilà, c'est ça. Donc il a préféré ne pas succomber, on va dire, à la provocation, et puis encore une fois se faire justice lui-même et se créer des problèmes. Il y a une petite morale à la fin assez mignonne. Il y a une morale, c'est sûr. Enfin, pour moi, ça fait partie de mes films préférés. Je les ai eu en cassette, en DVD, puis là récemment je les prends en Blu-ray. Non, voilà, c'est pour moi peut-être, si on me dit quel est ton film, ton blockbuster préféré, c'est Retour vers le futur, quoi, tout simplement, le 2 même. Ouais. Et c'est vrai, hein, on peut parler de ça, mais le côté Blu-ray a vraiment redonné de la puissance au film, hein, parce que la qualité d'image, incroyable. Elle est parfaite, le son est parfait, et puis ce qu'il y a de bien, ce que tu n'avais pas sur les cassettes, ce que tu avais un peu sur le DVD, mais même sur le Blu-ray, c'est que tu as tous les comme tu t'en parlais tout à l'heure, tous l'envers du décor en fait du film. T'as plein de petits reportages et trucs comme ça, puis même sur Netflix je crois qu'il y a un truc sur Retour vers le futur. Il y avait, je sais pas s'il est dispo maintenant, mais à l'époque j'avais vu un reportage sur justement les conventions de Retour vers le futur, voilà, des fans, et c'est un truc de dingue, quoi. Il y en a même dans les mecs qui sont toujours autant adulés, quoi. Ouais, mais quand tu y penses, il y a très peu de choses dont que tu peux collectionner, parce que mis à part peut-être des figurines qui ont été créées à l'époque, je ne sais pas, ou des voitures, il y a très peu de choses en fait par rapport à d'autres films où tu as par exemple dans SOS Fantôme ou dans Terminator, tu peux acheter plein de petits produits dérivés facilement. T'avais plein de jouets qui sortaient à l'époque, mais c'est vrai que Retour vers le futur, finalement, à part les jeux vidéo, l'almanach, alors peut-être des vêtements et trucs comme ça. Après les voitures, le reste, voitures, peut-être des figurines, et encore les figurines, c'est pas terrible. Il y avait un dessin animé aussi qui était sorti à l'époque, Retour vers le futur, mais il a pas fait non plus. Je trouve que il a pas eu énormément de succès. Pourtant, il y avait la vraie voix du Doc et puis de Marty. Ce qui peut-être donnait un peu plus de crédit au dessin animé, mais disons qu'il n'y avait pas vraiment un rapport avec le film, donc c'était moins intéressant, quoi.
Ouais, et puis ça se passait après le 3. Donc du coup, c'était, on va dire, une époque qui parlait pas forcément aux fans. Alors bien sûr, t'avais des gens qui regardaient parce qu'ils étaient... Puis ça passait dans les dessins animés de format 15-20 minutes le matin, c'était très court. Même je crois que c'était 15 minutes, quoi, un épisode. C'était vraiment pas long, hein, c'était rapide. Ouais, Hein. c'était petit, il y avait pas grand-chose. Ouais. Et bon, là, c'est que je suis sur Wikipédia, je te dis ça. J'ai vu qu'en 2020, Playmobil avait lancé une gamme Oui. sur une DeLorean, en fait. Bon, j'ai pas les images. Mais... Elle est pas, bah ils sont pas, en fait c'est une licence qu'ils ont achetée, mais ils sont pas encore sortis là. C'est prévu pour bientôt là, donc il y a pas encore les jouets. Mais bon, après Playmobil, hein, voilà, ça reste très grossier les détails. On approchera pas ce que fait NECA pour ceux qui connaissent ou Playtoys ou les autres là qui font des figurines très articulées, très très précises. Hein. On a vu alors moi j'ai vu une figurine de Michael J. Fox, hein, pour ceux qui connaissent, autour de 200 €. C'est des figurines, tu sais, que tu peux voir dans des boutiques spécialisées qui font environ 35-40 cm d'eau. Très réaliste, avec les visages bien faits, les yeux, etc., les mains, les habits du 2 en fait surtout, et puis le hoverboard. Mais bon, les gens qui ont été très fans de ces films-là ont été délaissés au niveau des produits dérivés pendant pas mal d'années. Quand les films sont sortis, c'est arrivé beaucoup plus tard, comme t'as dit, hein, avec que ça soit le jeu vidéo sur PS3 ou ensuite les conventions de fans avec le temps, hein, pour des gens qui ont racheté carrément des DeLorean aux enchères pour les restaurer. C'est quand même incroyable. Faut vraiment être un fan à part entière, quoi. Vraiment être un sacré fan à fond pour pouvoir faire ce truc-là. Parce qu'après, le problème, c'est que qu'est-ce que tu en fais, à part peut-être la faire rouler de temps en temps, mais bon. Bah, je pense que tu l'amènes dans les conventions pour la montrer et puis faire payer la personne qui s'occupe de la convention, quoi, la conférence. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Et donc, du coup, peut-être à un moment donné, en faisant une centaine de conférences, tu vas arriver à rembourser la moitié de ta voiture. Je sais pas. Après, je dis pas que c'est ridicule, hein, de faire ça, hein. C'est vraiment que t'es un fan inconditionnel, quoi. Mais tu voyageras jamais dans le futur ni dans le passé. Hein. Ah non, ça malheureusement. Tu peux essayer. Et on faisait on parlait de la référence là, que normalement ça devait être un frigo au début. Ouais. Est-ce que tu te rappelles il y a pas longtemps la pub pour Just Eat? Non. Justement, le mec, il venait du futur dans un frigo, justement. Ah ouais? Non, j'ai pas vu. Non. Pub Just Eat, là où t'as deux mecs qui disent oh on a faim, mais qu'est-ce qu'on va bouffer? Là d'un seul coup t'as un frigo qui sort du mur et t'as un mec qui sort du frigo en fait. Et je pense que ça doit être une référence à Retour vers le futur. C'est possible. L'original de Retour vers le futur, quoi. C'est possible. Bah écoute, hein, merci d'avoir participé, hein, et puis on se donne rendez-vous, hein, pour une prochaine émission, hein, je pense dans les semaines qui arrivent, hein, sur peut-être une autre saga ou autour du rétro gaming, hein, pour combler les fans de la culture geek. Hein. Merci à toi, Nico. Merci à toi aussi. Salut à tous. Salut.